Avec les nouvelles technologies arrivant à grande vitesse, de nouvelles méthodes se développent pour encore accélérer l'arrivée de ces dernières. C'est le but des clusters en France et autour du monde, aussi connus sous le nom de pôles d'innovation. Pour comprendre le rôle et l'impact du cluster de Paris-Saclay, il faut d'abord se concentrer sur la définition générale. Un cluster est un territoire regroupant écoles, centres de recherche et entreprises tournés vers l'innovation. Le cluster de Paris-Saclay est situé dans la partie nord de la France, au sud de Paris, dans les banlieues, à Saclay, entre la vallée de l'Yvette et de la Bièvre. Le cluster de Paris-Saclay cherche à rassembler des prestigieux établissements scolaires tels que Polytechnique et HEC par exemple, des centres de recherche publics et privés, et des zones d'activité telles que des industries et des bureaux, afin de rassembler un grand nombre d'entreprises pour avoir un rayonnement mondial sur l'innovation. Pour qu'un cluster réussisse à avoir un rayonnement mondial, il faut de réels atouts pour rassembler les bonnes entreprises et les bons scientifiques et chercheurs. Il y a différentes stratégies. Les stratégies ayant directement pour but cela, et d'autres le faisant de manière indirecte. Tout d'abord, un cluster ne se développe pas entièrement en quelques années. C'est en quelque sorte une des stratégies du cluster de Paris-Saclay, où depuis la fin des années 1940, des établissements scientifiques et des grandes écoles s'installent. Puis, depuis 1990, des entreprises y installent leurs sièges sociaux. Si en effet ce cluster semble grandir particulièrement rapidement en ce moment, pendant longtemps il s'est montré comme un lieu propice au développement des futurs scientifiques et à celui d'entreprises, constituant aujourd'hui une raison de son succès. Le cluster de Paris-Saclay semble vouloir créer un type de communauté, en éduquant les jeunes dans un milieu où ils sont entourés de ce qu'ils aiment. Impressionnés durant leur jeunesse par ce milieu, les jeunes voudront rester, créant un afflux de jeunes scientifiques ayant étudié dans les plus grandes écoles. Cependant, cette stratégie dépend d'un aspect majeur, des infrastructures du cluster. La dernière stratégie directe pour faire de ce cluster un pôle d'innovation mondiale est de se construire les meilleures infrastructures possibles pour attirer certains individus et d'autres entreprises. En bref, leur stratégie directe est de se créer un cercle vicieux positif dans lequel ils rassemblent plein d'étudiants brillants ayant plus ou moins le même rêve de carrière et de leur donner le nec plus ultra en termes d'infrastructure pour les attirer à rester travailler dans le cluster. Les compagnies, impressionnées par les infrastructures et voyant une demande d'emploi de gens brillants, décident de s'installer dans ce dernier. Cela rajoute donc de l'infrastructure, incitant encore plus de compagnies et d'étudiants à venir. Ensuite, il y a une stratégie indirecte. Cette dernière aide à développer le cluster, mais d'une façon moins claire, de le connecter avec la France entière et toute l'Europe. En s'installant près de Paris, ce cluster est facilement accessible par tout Paris, et même par tout le monde. L'aérodrome de Toussus-le-Noble aide aussi à cela cette connexion. Les autoroutes l'ouvrent à toute la France et les RER l'ouvrent à Paris. Le Grand Paris Express est prévu d'être fini en 2024 et aidera cette ouverture. Une ouverture à la France autorise le cluster de Paris-Saclay à se développer et à choisir les meilleurs scientifiques possibles. En conclusion, les stratégies directes sont un développement à long terme des infrastructures et une création d'un cercle vicieux positif ayant pour but de maintenir l'arrivée de plus de scientifiques et d'entreprises. La stratégie indirecte, elle, est basée autour de l'ouverture du cluster à l'Europe, à la France et même au monde entier. Les infrastructures du cluster de Paris-Saclay sont réparties en 4 catégories majeures. Les zones d'activité, consistant en des industries et des bureaux, des centres de recherche privés, des centres de recherche publics et des grandes écoles. Cependant, le cluster contient aussi d'autres infrastructures, telles que des RER, des espaces résidentiels pour des familles et des étudiants, des centres sportifs, etc. Les différentes infrastructures sont réalisées et financées par différents acteurs. Les centres de recherche publics sont réalisés par des agents publics, étant souvent l'État. Dans le cas par exemple de l'accélérateur de particules du cluster Paris-Saclay, le synchrotron Soleil, il fut financé par le Centre national de la recherche scientifique, CNRS, le CEA et des collectivités territoriales. Les centres de recherche privés, comme leur nom l'indique, eux,
sont privés et sont donc construits et financés par des entreprises ou des écoles. Les zones d'activité et les grandes écoles sont construites par les entreprises et les écoles elles-mêmes et sont donc, elles aussi, privées. Sauf si ce sont des universités publiques. Dans ce cas, elles se sont fait financer par les collectivités territoriales. C'est pareil pour les centres sportifs. Finalement, les infrastructures de transport sont publiques. Pour les RER et les autoroutes, et le futur Grand Paris Express, et sont privés pour les aérodromes. En conclusion, les infrastructures du cluster de Paris-Saclay peuvent être privées et donc construites par des entreprises, par exemple, ou publiques, dans quel cas elles seraient construites en partie par des collectivités territoriales. Le cluster de Paris-Saclay a pour but de toucher à presque tous les marchés ayant rapport à la science et à la recherche. Il s'investit dans les marchés qui existent, mais aussi dans les nouveaux marchés, ou les marchés du futur. On voit que le cluster cherche à développer un énorme nombre de marchés, y compris des marchés de la santé, des usines du futur, de la sécurité, de l'énergie, des transports, de la ville numérique, des télécoms et des systèmes d'information d'entreprises d'administration. Un grand nombre de marchés sont touchés par ce cluster, mais c'est en grande partie dû au fait que cela fait partie de leur stratégie pour vaincre d'un point financier les autres marchés. Pour créer ce sentiment de mondialisation du cluster, il faut créer une interdépendance. Il faut une raison pour laquelle le monde devrait avoir besoin de ce cluster. Il est clair que grâce au fait qu'il y ait tant de marchés, d'infrastructures et d'intelligence regroupées, il y a une interdépendance. Lentement, Paris-Saclay est en train de devenir le plus grand pôle d'innovation au rayon mondial. C'est donc grâce à tous les marchés touchés que ce cluster arrive à s'insérer dans la mondialisation. En conclusion, on voit dans le cluster de Paris-Saclay une stratégie qui cherche à l'agrandir, et de notamment créer cette image de Paris-Saclay comme un aménagement clairement nécessaire, et sur lequel d'autres vont dépendre, créant cet aspect de mondialisation. Ce cluster veut avoir un rayonnement mondial, et cela passe par des infrastructures de qualité et d'une stratégie hors pair qui lui permet de s'être autant développée. Pour terminer, voici un schéma que nous avons fait du cluster Paris-Saclay. A noter que Monsieur Charles a une version papier mieux remplie, donc vous pourrez lui demander une photo si vous le voulez. Merci beaucoup.